Cecilia Underwood a appris à détester deux choses. Premièrement, les mensonges, en particulier ceux qu'elle vivait au quotidien. Deuxièmement, Gavin Hogan, son mari, qui la traitait comme une reine en public et comme une moins que rien en privé. Leur mariage était censé être une façade pendant 1 an. Tout n'était qu'une comédie. Ils ne se sont pas touchés pendant des mois, mais le jour où cela s'est produit, sa grossesse a été révélée. Lorsqu'elle a songé à l'annoncer, elle l'a entendu dire « Tu crois vraiment que je serais assez stupide pour avoir un enfant avec une femme comme elle? Elle ne m'est utile que pour ce dont j'ai besoin. » C'était une imprudence, et je ne fais pas 2 fois la même erreur. Cecilia a donc décidé qu'il ne le saurait jamais, car elle s'enfuirait loin de lui avec son secret. « Bonjour, comment allez-vous? Je m'appelle Kay et je suis la propriétaire de cette chaîne. Je suis ici parce que je voulais remercier tout particulièrement notre abonné Stress qui a fait un don à la chaîne. Merci beaucoup, Stress. Cela signifie beaucoup pour moi. Et si vous voulez apparaître au début de la vidéo, tout comme Stress, il vous suffit de faire un don. Et avant de commencer l'histoire, dites-moi, dans quelle mesure une personne peut-elle vraiment changer pour quelqu'un d'autre? Ou l'amour ne change-t-il personne? Chapitre 1. Mariage blanc et cruauté privée. Ce n'est qu'une mise en scène. Que se passe-t-il lorsque le public disparaît? Le velours noir de la robe me griffait la peau, comme pour me rappeler sans cesse que cette journée était bien réelle. Les funérailles de mon père se déroulaient sous mes yeux, mais je ne pouvais pas pleurer. Peut-être était-ce le choc. Peut-être était-ce le fait que mes larmes s'étaient taries quelque part entre l'appel de l'hôpital et le moment où le cercueil avait été descendu dans la terre froide. Je regardais tout avec des yeux vides, sentant le voile noir sur mon visage comme une fragile barrière entre moi et le monde qui s'effondrait autour de moi. Ma mère, Katharina, se tenait à côté de moi, pâle comme la mort, les mains tremblantes, serrant un mouchoir déjà trempé. Elle ne me regardait pas, et cela me dérangeait plus que cela n'aurait dû. Je sentais le poids du silence entre nous, ce genre de silence qui précède une tempête inévitable. Lorsque la cérémonie s'est terminée et que les gens ont commencé à se disperser, murmurant des condoléances vides que je pouvais à peine comprendre, ma mère s'est enfin tournée vers moi. Ses yeux étaient rouges, mais il y avait quelque chose de plus, quelque chose qui m'a glacé de l'intérieur. « Cecilia, nous devons parler, » dit-elle d'une voix tremblante, et je sentis mon estomac se nouer. L'avocate attend maintenant. Je n'ai pas posé de questions, car cela aurait prolongé l'inévitable, et j'étais déjà trop fatigué pour lutter contre ce qui allait arriver. J'ai suivi ma mère dans le bureau sombre de l'avocat de la famille, un homme d'âge moyen avec des lunettes fines et une expression qui annonçait de mauvaises nouvelles. Il nous a offert du café que nous n'avons pas touché, puis il a commencé à parler de dettes, de fusions et d'investisseurs nerveux. Les mots dansaient dans la pièce comme des fantômes que je ne pouvais pas retenir. Sans votre père, les investisseurs s'interrogent sur la stabilité de la fusion avec les Hogan, a déclaré l'avocat, en ajustant ses lunettes tout en feuilletant des papiers qui semblaient contenir le destin de ma famille. Ils ont besoin de garanties, de quelque chose qui montre l'engagement de la famille, quelque chose qui va au-delà du papier. J'ai froncé les sourcils, essayant de comprendre où cette conversation allait mener, mais ma mère savait déjà. Je pouvais le voir dans ses yeux, dans sa façon de ne pas me regarder directement, qu'elle avait déjà pris une décision sans me consulter. J'ai proposé une solution, dit finalement Katharina, d'une voix si basse que je l'entendis à peine. La famille Hogan a accepté. Quelle solution? Ai-je demandé, et j'ai senti mon cœur s'emballer parce qu'une partie de moi connaissait déjà la réponse, sentait déjà le sol s'ouvrir sous mes pieds. Ma mère a fermé les yeux pendant 1 seconde avant de répondre, et quand elle les a rouverts, il y avait des larmes, mais aussi une froide détermination qui m'a effrayé. Ton mariage avec Gavin Hogan. Cela montrera aux investisseurs que l'engagement entre les familles est réel, que la fusion est solide. Cela calmera le marché. Je me suis levé si vite que la chaise a failli tomber en arrière, et j'ai senti la colère monter dans ma gorge comme de la bile. Tu me vends? Ma voix est sortie plus forte que je ne le voulais, mais je m'en fichais, comme si j'étais du bétail, Cecilia. Ma mère s'est également levée et pour la première fois depuis des semaines, elle semblait vivante, semblait désespérée. Sans cela, nous perdons tout. L'entreprise, la maison, le nom de la famille. Ton père a laissé un gâchis et ce mariage sauve les 2 entreprises, nous sauve. Et moi, ai-je répondu en criant, sentant enfin les larmes monter, chaudes et furieuses. Ma vie, mes projets. Je ne suis pas une monnaie d'échange. C'est pour 1 an, juste 1 an. Elle s'est approchée de moi, les mains tendues comme si elle voulait me toucher. Mais j'ai reculé d'un pas. C'est un contrat. Ensuite, tu seras libre et tu auras sauvé tout ce que ton père a construit.
J'ai ri, mais il n'y avait aucune trace d'humour dans ce son, seulement une pure amertume. Une année de ma vie à Taïwan pour sauver l'héritage d'un homme qui n'a même pas su se sauver lui-même. Le silence qui a suivi était si pesant que je pouvais à peine respirer. Puis ma mère a prononcé les mots qui ont fait s'écrouler mon monde. J'ai déjà signé, Cecilia. Le mariage est la semaine prochaine. J'ai eu l'impression que le sol s'était dérobé sous mes pieds, que l'air avait été aspiré de mes poumons. Tu ne m'as même pas consulté, ai-je murmuré, et cette trahison m'a fait plus mal que tout. Tu as pris cette décision à ma place, comme si j'étais ta propriété. Je l'ai faite pour te protéger, a pleuré Katharina, les larmes coulant maintenant librement sur ses joues. Le choix était entre ça et la rue, pour nous deux. Je ne pouvais pas te laisser souffrir. Je ne pouvais pas laisser tout ce que nous avons disparaître. Gavin semble être un type bien et il m'a promis qu'il ne ferait rien que tu ne voudrais pas. J'ai regardé ma mère, cette femme que j'avais aimée toute ma vie, et je me suis senti complètement seul. J'ai quitté ce bureau sans rien dire d'autre, car aucun mot ne pouvait exprimer la douleur et la colère qui consumaient chaque partie de mon être. J'avais perdu mon père et maintenant je perdais ma liberté. Tout cela au nom d'une fusion d'entreprises que je n'avais jamais demandé. La semaine s'est écoulée dans un tourbillon de réunions avec des stylistes, des photographes et des organisateurs d'événements qui traitaient de mon mariage comme s'il s'agissait de l'événement du siècle. Je pouvais à peine regarder la robe blanche qu'ils avaient suspendue devant d'immenses miroirs, car tout cela me semblait être un mensonge élaboré. Je ne connaissais pas Gavin Hogan, à part les quelques fois où je l'avais vu lors d'événements d'entreprise. Toujours impeccable, toujours distant, toujours avec ce regard froid qui ne révélait rien. Lorsque le jour du mariage est enfin arrivé, je me suis retrouvé devant le miroir, vêtu de blanc comme une vraie mariée, mais me sentant comme une imposteur. La robe était magnifique. Je ne pouvais pas le nier, mais la femme qui me regardait me semblait être une étrangère. J'ai répété le sourire que je devrais utiliser, ce sourire parfait qui disait « Je suis heureuse », alors qu'en réalité, je mourais à l'intérieur. La cérémonie s'est déroulée dans une immense église remplie d'investisseurs, de journalistes et de personnes que je ne connaissais même pas. Tous étaient là pour assister à l'union qui sauverait deux entreprises en crise. J'ai marché vers l'hôtel avec ma mère à mes côtés et chaque pas semblait m'éloigner davantage de qui j'étais vraiment. Gavin m'attendait, impeccable dans son costume parfaitement taillé, ses cheveux bruns peignés en arrière et ses yeux qui ne laissaient rien transparaître. Quand je suis arrivé à ses côtés, il m'a tendu la main et je l'ai accepté parce que c'était ce qui était prévu dans le scénario. Sa main était chaude, ferme, mais il n'y avait aucune affection, seulement l'accomplissement d'une obligation. Le prêtre a commencé la cérémonie et j'ai à peine entendu les mots car mon esprit était ailleurs, pensant à comment j'en étais arrivé là, à comment ma vie s'était transformée en théâtre pour les investisseurs. Les vœux ont été prononcés et Gavin s'est tourné vers moi avec ce sourire qu'il avait dû répéter autant que moi. « Cecilia », a-t-il dit d'une voix douce, contrôlée, parfaite pour les caméras qui cliquaient autour de nous. « Je promets de t'aimer, de te respecter et de construire un avenir à tes côtés. » Il embrassa ma main et les appareils photos explosèrent de flash, capturant ce moment qui semblerait romantique à quiconque ne connaissait pas la vérité. Je m'efforçais d'arborer mon plus beau sourire et répétais les mots que nous avions convenus. « Gavin, je te promets de la même chose, de construire quelque chose de beau avec toi. » Le mensonge sortit si facilement de ma bouche que j'y crus presque pendant une seconde. Mais ensuite, je vis les investisseurs sourire, satisfaits, et je me souvins que tout cela n'était qu'un spectacle. Lorsque le prêtre dit « Vous pouvez embrasser la mariée », Gavin s'est penché et a pressé ses lèvres contre les miennes dans un baiser précipité. Rapide, théâtral, mais suffisamment convaincant pour susciter les applaudissements du public. Je me sentais comme une poupée, mue par des fils invisibles, et la pensée qui résonnait dans mon esprit était simple et dévastatrice. C'est mon enfer. La réception a été encore pire que la cérémonie, car là, j'ai dû continuer le spectacle pendant des heures. Sourire, rire, faire semblant d'être amoureuse de l'homme à mes côtés. Gavin a parfaitement joué son rôle, me tenant par la taille, me serrant contre lui, souriant aux caméras comme si j'étais l'amour de sa vie. Chacun de ses gestes était calculé. Chaque sourire était répété et j'ai détesté chaque seconde. « Vous êtes magnifiques ensemble », a déclaré un investisseur en s'approchant de nous, une coupe de champagne à la main, le visage rouge d'avoir trop bu. Le véritable amour, c'est beau à voir. Gavin m'a serré fort la taille et j'ai senti la douleur irradier dans mes côtes, mais j'ai gardé le sourire. « Oui », a-t-il dit, la voix pleine d'une fausse tendresse, « le véritable amour.
Nous avons de la chance, n'est-ce pas, chérie? J'ai forcé un rire qui semblait trop naturel pour être crédible. Beaucoup de chance, ai-je répondu, et j'ai vu la satisfaction sur le visage de l'investisseur avant qu'il ne s'éloigne pour aller boire un autre verre. Dès que l'homme a été hors de vue, Gavin m'a lâché comme si je brûlais, et il s'est penché pour me murmurer à l'oreille d'une voix froide et cruelle. Souris davantage, on dirait une otage. Je tournai mon visage vers lui, gardant le sourire pour tous ceux qui pourraient nous observer. Mais mes mots étaient venimeux. Parce que je le suis, et toi aussi, et moi aussi. Il était d'accord, mais il n'y avait aucune empathie, seulement une reconnaissance froide de la situation. Alors fais mieux semblant. Nous avons un public. Il s'est éloigné pour saluer un autre groupe d'investisseurs, et je suis resté seul au milieu d'une fête célébrant un mensonge. J'ai dansé avec lui quand on me l'a demandé, j'ai souri pour les photos qui seraient publiées dans les magazines, et j'ai répété « merci » tant de fois que ce mot a perdu tout son sens. La soirée s'est éternisée, et quand elle s'est enfin terminée, j'avais l'impression d'avoir couru un marathon émotionnel. Le manoir Hogan était encore plus grand que je ne l'imaginais, tout en pierre et en verre, moderne et froide, à l'image de l'homme qui était désormais mon mari. Le chauffeur nous a déposés à l'entrée, et dès que la porte s'est refermée derrière nous, Gavin s'est complètement transformé. Son sourire a disparu, sa posture s'est détendue, et il est devenu l'étranger froid que je n'avais aperçu que brièvement pendant les préparatifs du mariage. Il a retiré sa cravate d'un geste brusque, comme si elle l'étouffait, et s'est dirigé vers l'escalier sans même se retourner. « Ta chambre est dans l'aile est, loin de la mienne. Nous resterons séparés. » J'ai ravalé la boule que j'avais dans la gorge et j'ai acquiescé, car je n'avais rien à dire. J'ai suivi une femme de chambre silencieuse jusqu'à la chambre qui serait la mienne pendant les 12 prochains mois, et lorsque la porte s'est refermée, j'ai enfin laissé couler mes larmes. La chambre était magnifique, décorée avec goût, mais elle me donnait l'impression d'être une prison dorée. Je m'assis sur l'immense lit et serrai mes genoux contre moi, écrasé par le poids de la réalité. Les coups frappés à la porte me firent sursauter, et lorsque je l'ouvris, Gavin se tenait là, toujours en costume, mais avec sa chemise partiellement déboutonnée. Il entra sans demander la permission, et sa présence emplit toute la pièce, dominant l'espace d'une manière qui me fit instinctivement reculer. « Nous devons établir des règles », a-t-il dit d'une voix si froide que j'ai senti un frisson me parcourir l'échine. « Je dois être clair sur la façon dont cela va fonctionner. » J'ai croisé les bras sur ma poitrine, essayant de me protéger de cette froideur tranchante. « Je t'écoute. » Il s'est dirigé vers la fenêtre, les mains dans les poches, et a regardé dehors comme si je n'étais même pas là. Règle numéro 1. C'est du théâtre pour les investisseurs. À l'extérieur, nous sommes le couple parfait. Rien. Absolument rien. Chacun de ces mots était un coup de poignard, mais je gardais une expression neutre, refusant de lui donner la satisfaction de voir à quel point cela me blessait. Règle numéro 2, continua-t-il, sans me regarder. Ne me touche pas. En dehors des événements publics, tu ne me touches jamais. Je ris, mais c'était un rire amer. Crois-moi, je n'ai aucune envie de te toucher. Il s'est finalement tourné vers moi et ses yeux étaient si vides que pendant un instant, je me suis demandé s'il y avait quelque chose d'humain derrière cette façade. Règle numéro 3. Ne t'attends pas à de véritables marques d'affection. Cela n'existe pas entre nous, et cela n'existera jamais. J'ai senti l'humiliation me brûler les joues, mais j'ai gardé la tête haute, refusant de montrer ma faiblesse. Compris. Règle numéro 4, a-t-il dit, et il y avait quelque chose de presque cruel dans sa façon de parler, comme s'il prenait plaisir à établir ces règles qui me remettaient à ma place. Dans 1 an, le contrat prendra fin, nous divorcerons, tu partiras, et j'oublierai que tu as existé. Tout le monde sera content. Le silence qui suivit était si pesant que je pouvais à peine respirer, et je sentis les larmes menacer de revenir. Mais je les refoulais de toutes mes forces, c'est parfaitement clair, parvins-je à dire, et ma voix fut plus ferme que je ne m'y attendais. Gavin hocha la tête comme s'il venait de résoudre un problème commercial et se dirigea vers la porte. Avant de partir, il s'est arrêté et s'est retourné, et pendant 1 seconde, j'ai cru voir quelque chose de différent dans ses yeux, mais c'était trop rapide pour en être sûr. « Il y a un événement demain à 19 h, a-t-il dit, sa voix retrouvant cette neutralité irritante. La styliste arrive à 15 h. Porte ce qu'elle te dit de porter. Souris. Fais semblant. C'est ce que tu sais faire. » La porte se referma derrière lui avec un léger clic et je m'effondrai enfin. Je glissais le long du mur jusqu'au sol, serrant mes genoux contre ma poitrine, et je pleurais comme je n'avais pas pleuré depuis que j'avais appris la mort de mon père. Je pleurais pour la liberté que j'avais perdue, pour la vie que je n'aurais jamais.
et pour cet homme froid qui contrôlait désormais chaque aspect de mon existence. Seul dans cette immense pièce vide, j'ai parfaitement compris ce que j'étais devenu. Un outil, un pion dans un jeu d'échecs corporatif, rien de plus. Et le pire, c'était de savoir que j'avais une année entière devant moi à faire semblant d'être heureuse aux côtés d'un homme qui me considérait comme moins que rien. Imaginez votre mariage comme ça. Si froid. Cecilia aura-t-elle un peu plus de bonheur dans sa vie après cela? Chapitre 2. Dualité tortueuse et vulnérabilité. Combien de temps deux étrangers peuvent-ils prétendre être amoureux avant que la réalité ne s'impose? Les semaines qui ont suivi le mariage se sont transformées en une routine aussi prévisible que douloureuse, et j'ai rapidement appris à vivre deux vies complètement différentes au sein d'une même existence. La dualité est devenue ma nouvelle réalité. Et chaque jour qui passait, je me sentais de plus en plus divisé entre la femme que je prétendais être et la femme que j'étais vraiment. En public, Gavin Hogan était le mari parfait, le genre d'homme que toute femme rêverait d'avoir à ses côtés. Il m'embrassait sur la joue avec une tendresse calculée, me tenait la main comme si j'étais la chose la plus précieuse au monde et riait d'une manière qui faisait soupirer de satisfaction les investisseurs. Il m'appelait « mon amour » et « ma chérie » avec une aisance qui aurait été impressionnante si elle n'avait pas été complètement feinte. Et moi, comme la bonne actrice que j'avais appris à être, je répondais à chaque geste par des sourires répétés et des regards affectueux qui ne signifiaient absolument rien. Mais lorsque les portes se fermaient et que les caméras disparaissaient, l'homme à mes côtés se transformait en un étranger froid qui reconnaissait à peine mon existence. Les dîners au manoir étaient silencieux. Tellement silencieux que je pouvais entendre le bruit des couverts contre la porcelaine résonner dans l'immense salle. Il ne me regardait pas, ne me parlait que lorsque c'était strictement nécessaire, et la froideur qui émanait de lui était si intense que j'avais l'impression d'être assise à côté d'une statue de glace. J'essayais de me convaincre que tout allait bien, que je pouvais survivre à cette année de mensonges et de solitude. Mais en réalité, chaque jour était un peu plus difficile. Le masque que je portais en public commençait à peser lourd, et il m'arrivait parfois d'oublier qui j'étais vraiment sous toutes ces apparences. Sur le papier, j'étais Cecilia Underwood Hogan, mais à l'intérieur, je me perdais peu à peu. Le gala de charité des investisseurs avait lieu dans un hôtel 5 étoiles du centre-ville, et je me préparais à passer une nouvelle soirée à faire semblant avec la même résignation que d'habitude. La robe choisie par la styliste était rouge, ajustée au corps, suffisamment élégante pour impressionner, mais pas trop voyante pour ne pas voler la vedette au couple parfait. Je me suis regardé dans le miroir et je ne me suis pratiquement pas reconnu, car la femme qui me regardait semblait confiante, sophistiquée, parfaitement maîtresse d'elle-même. Mais à l'intérieur, je m'effondrais. Gavin m'attendait dans la voiture, impeccable comme toujours, dans un costume noir qui coûtait probablement plus cher que le salaire mensuel de la plupart des gens. Il ne m'a même pas regardé quand je suis monté. Il a juste regardé sa montre et fait signe au chauffeur de démarrer. Je me suis installé dans le siège en cuir, essayant de me préparer mentalement pour les prochaines heures de théâtre. L'événement était exactement comme tous les autres, plein de personnes importantes parlant d'argent et de pouvoir tout en buvant du champagne hors de prix et en faisant semblant de s'intéresser à des causes caritatives. Dès que nous sommes entrés, Gavin a opéré sa métamorphose habituelle et a passé son bras autour de ma taille avec une familiarité répétée qui m'a donné la nausée. Il m'a serré contre lui et je me suis forcé à me détendre contre son corps, me rappelant que ce n'était qu'un autre spectacle. « Ma femme est incroyable », a déclaré Gavin à un groupe d'investisseurs qui nous a immédiatement entourés. Et sa voix était pleine d'une fierté feinte qui semblait si réelle que même moi j'ai failli y croire. Intelligente, belle, tout ce qu'un homme peut désirer. Je suis un homme chanceux. Il m'embrassa doucement sur la tempe et je sentis la chaleur de ses lèvres contre ma peau. Mais il n'y avait rien là, à part le spectacle. Je souris gentiment et posai ma main sur sa poitrine, sentant le tissu du costume sous mes doigts et forçai ma voix à paraître aimante. « Merci chérie, tu es merveilleux toi aussi. » Les investisseurs ont pratiquement fondu devant notre démonstration d'affection conjugale et j'ai entendu les commentaires satisfaits sur le fait que nous étions l'exemple parfait d'une fusion solide et stable entre nos deux familles. Nous avons passé toute la soirée ainsi, collés l'un à l'autre, souriant aux caméras, échangeant des marques d'affection vides qui faisaient soupirer d'admiration les autres. Mais cela me rendait de plus en plus vide à l'intérieur. À un moment donné, Gavin m'a entraîné sur la piste de danse et j'ai dû réprimer l'envie de me reculer lorsqu'il a posé sa main sur ma taille et m'a attiré contre lui. Nous avons dansé au rythme lent de la musique et pour tous ceux qui nous regardaient de l'extérieur.
Nous semblions complètement amoureux, perdus l'un dans l'autre, mais en réalité, je comptais les secondes jusqu'à ce que je puisse m'éloigner de lui. Tu t'en sors bien, m'a-t-il murmuré à l'oreille, d'un ton neutre et professionnel, comme s'il évaluait les performances d'un employé. Continue comme ça. Je me mordis l'intérieur de la joue pour m'empêcher de dire quelque chose qui briserait l'illusion et me contentais d'acquiescer légèrement en gardant le sourire collé au visage. Lorsque la musique s'arrêta enfin, j'étais émotionnellement épuisé, vidé d'avoir dû feindre des sentiments qui n'existaient pas. Le trajet de retour à la maison en voiture fut tendu d'une manière différente de d'habitude, et je sentis le changement dans l'air dès que les portes se fermèrent et que nous nous retrouvâmes seuls. Gavin s'éloigna immédiatement de moi, me lâchant comme si je brûlais, et le masque du mari parfait tomba si rapidement que la transformation fut presque choquante à voir. « Tu m'as trop touché, dit-il, et sa voix était chargée de quelque chose qui ressemblait à du dégoût. C'était inutile, injustifié, voire excessif. Je sentis la colère monter dans ma gorge, chaude et suffocante, car c'était toujours comme ça. Il trouvait toujours le moyen de me reprocher de suivre exactement les règles qu'il avait lui-même établies. « Tu m'as demandé de mieux faire semblant, » rétorquai-je en me tournant vers lui sur la banquette arrière de la voiture. « Tu as dit que je ressemblais à un otage, alors j'ai mieux simulé, comme tu le voulais. Après tout, taquineuse, qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux que tu fasses semblant, pas que tu te frottes contre moi, comme si tu étais ma maîtresse, » a-t-il répondu. Son ton était tranchant, cruel, et des limites, sois plus contrôlé. J'ai ri, mais il n'y avait aucune trace d'humour dans ce son, juste la frustration et la colère accumulées après des semaines passées à vivre cette farce. Moi aussi, je suis dégoûté, tu sais. J'ai explosé. Et je me fichais que le chauffeur entende probablement chaque mot, chaque caresse, chaque faux baiser me répugne. Alors ne me dis pas que j'exagère alors que c'est toi qui diriges cette pièce de théâtre. Gavin m'a regardé et pendant un instant, j'ai vu une véritable colère dans ses yeux. La première émotion réelle que j'avais vue depuis notre mariage. Super, a-t-il dit d'une voix basse et menaçante. Le sentiment est réciproque. Maintenant, tais-toi jusqu'à ce qu'on arrive à la maison. Le silence qui a suivi était si tendu que j'avais l'impression que l'air à l'intérieur de la voiture était devenu solide, lourd, presque impossible à respirer. Je me suis tourné vers la fenêtre et j'ai fixé mon regard sur les lumières de la ville qui défilaient. J'ai rapidement essayé de contrôler ma respiration et les larmes qui menaçaient de couler. Je n'allais pas pleurer devant lui. Je n'allais pas lui donner la satisfaction de voir à quel point tout cela me détruisait à l'intérieur. Les semaines qui suivirent furent similaires et je commençais à me demander si je pourrais vraiment survivre à une année entière de cette routine sans perdre complètement la raison. Mais quelque chose changea, quelque chose à quoi je ne m'attendais pas et qui brisa la dynamique froide que nous avions établie. Il était 2 heures du matin lorsque je descendis à la cuisine pour chercher de l'eau, incapable de dormir après un autre dîner silencieux et gênant. J'ai vu la lumière allumée dans le bureau de Gavin, ce qui était étrange car il était généralement déjà endormi à cette heure-là, et la curiosité m'a poussé à m'approcher. La porte était entr'ouverte, et lorsque j'ai jeté un œil à l'intérieur, j'ai vu Gavin assis derrière son immense bureau, une bouteille de whisky à moitié vide à côté de lui et un verre à la main. Il était différent, il était voûté, les cheveux en bataille, comme s'il les avait passés plusieurs fois entre ses doigts, et il y avait quelque chose dans son expression que je n'avais jamais vu auparavant. De la vulnérabilité, une véritable douleur. J'ai frappé légèrement à la porte, et il a levé les yeux, ses yeux rouges et fatigués, rencontrant les miens. « Va-t'en » a-t-il dit, mais sa voix était faible, sans la conviction habituelle. Je suis quand même entré, fermant la porte derrière moi, et je me suis approché lentement, comme si j'avais affaire à un animal blessé. « Tu bois tout seul » ai-je observé, et ce n'était pas une question. Que s'est-il passé? Gavin a ri, mais c'était un rire amer, brisé, complètement différent des faux rires qu'il poussait en public. « Pourquoi t'en soucies-tu » a-t-il demandé en prenant une autre gorgée de whisky. « Tu me détestes. Je te déteste. Pourquoi ne pars-tu pas simplement et ne me laisses-tu pas souffrir en paix? J'aurais dû partir. Je l'aurais dû laisser là, noyé, dans sa propre misère. Mais quelque chose en moi m'en empêchait. Peut-être était-ce parce que, malgré tout, je comprenais ce que c'était que d'être brisé et seul. Même si je te déteste, dis-je doucement, assise sur la chaise de l'autre côté du bureau. Personne ne mérite d'être comme ça. Seul, souffrant. Raconte-moi ce qui s'est passé. Il m'a regardé longuement, comme s'il essayait de déterminer si j'étais réel ou si je n'étais qu'une autre hallucination provoquée par l'alcool. Puis, à ma grande surprise,
il s'est mis à parler. Il m'a parlé du partenaire qui avait trahi l'entreprise, des actions qui avaient chuté, des investisseurs furieux qui exigeaient des explications et menaçaient d'intenter des poursuites judiciaires. Il a parlé pendant plus d'une heure et je me suis contenté d'écouter, proposant des solutions lorsque cela me semblait approprié, en utilisant les connaissances que j'avais acquises en observant mon père pendant des années. Tu comprends? A finalement dit Gavin, et il y avait une véritable surprise dans sa voix. Les affaires, la stratégie, le marché. Je pensais que tu n'étais qu'une poupée idiote gâtée par papa. Mais tu comprends vraiment? Cette remarque m'a blessé, mais je ne l'ai pas montré. Tout le monde pense ça, ai-je répondu avec un soupir las, y compris toi. Mais j'ai appris de mon père. J'ai passé des années à l'écouter parler des affaires, à tout absorber. Je n'ai simplement jamais eu la possibilité de montrer ce que je sais. Gavin resta silencieux, m'observant avec une intensité qui fit remuer quelque chose au creux de mon estomac. « Cecilia » commença-t-il, et pour la première fois, mon nom sortit de ses lèvres sans sonner comme une accusation. Je ne l'étais pas aujourd'hui, l'interrompis-je en me levant et en contournant le bureau jusqu'à me retrouver à ses côtés. Tu es brisé, épuisé, ivre. Aujourd'hui, tu as juste besoin de respirer et de survivre. J'ai tendu la main et j'ai touché son visage. Je l'ai senti se raidir pendant une seconde avant de se détendre sous ma caresse. Il y avait quelque chose de différent dans l'air entre nous, quelque chose de chargé et de dangereux que je ne pouvais pas nommer. Gavin m'a regardé, puis son regard s'est posé sur ma bouche et j'ai vu le moment exact où la décision a été prise. Il m'a attiré vers lui et m'a embrassé. Et ce n'était pas, comme les baisers calculés et recherchés que nous échangions en public. Ce baiser était réel, intense, désespéré, plein d'un besoin que ni l'un ni l'autre n'était prêt à admettre. J'ai répondu sans réfléchir, car à ce moment-là, toutes les règles que nous avions établies semblaient dénuées de sens, et il n'y avait plus que nous deux, l'alcool et la vulnérabilité qui avaient finalement brisé les barrières. Ses mains ont trouvé ma taille et m'ont attiré sur ses genoux, et je me suis installé là, sentant la chaleur de son corps contre le mien, nos respirations rapides se mêlant. « Arrête !» murmura-t-il contre mes lèvres, mais cela ne ressemblait pas à un ordre. Cela ressemblait plutôt à la dernière parcelle de contrôle qui se brisait. « Arrête maintenant ou je ne pourrai plus m'arrêter. » Je le regardais dans les yeux, y vis la vulnérabilité mêlée au désir, et pris la décision qui allait tout changer entre nous. « Je le veux aussi, » murmurai-je. Et c'était tout ce dont il avait besoin pour se laisser aller. Ce qui s'est passé ensuite était un mélange confus d'urgence et de besoin, de barrières détruites et de vulnérabilité exposée. Gavin m'a porté jusqu'au canapé en cuir dans le coin du bureau et nous nous sommes perdus l'un dans l'autre d'une manière à la fois désespérée et étonnamment délicate. Chacune de ces caresses était différente des caresses calculées que j'avais reçues en public. Celle-ci était une réelle, chargée d'une intensité qui me coupait le souffle. Je me suis autorisé à ressentir pour la première fois depuis mon mariage. Je me suis autorisé à oublier les règles et le théâtre, me résignant à simplement exister dans cet instant. Ses mains exploraient comme pour mémoriser chaque courbe, chaque contour, et je me suis cambré contre lui, perdu dans des sensations que je ne savais pas pouvoir ressentir. Lorsque nous avons finalement atteint l'orgasme ensemble, c'était comme si le monde entier avait cessé de tourner pendant un instant. Eh bien, ce chapitre était vraiment intense. Chapitre 3. Regrets brutaux et paroles destructrices. Et si les paroles qui vous détruisent étaient prononcées par le père de votre enfant, je me suis réveillé enveloppé de chaleur et, pendant un moment glorieux et confus, je ne me souvenais plus où j'étais. Les bras puissants autour de ma taille étaient une ancre, mais maintenant dans cet état entre le sommeil et l'éveil. Et quand j'ai enfin ouvert les yeux et vu le bureau baigné dans la douce lumière du matin, tout m'est revenu dans un flot de souvenirs qui ont fait battre mon cœur à toute vitesse. La nuit précédente avait vraiment eu lieu. Ce n'était pas juste un autre rêve torturant où les choses entre Gavin et moi étaient différentes. Je tournais lentement la tête de peur de briser ce moment fragile et vis son visage à quelques centimètres du mien, ses yeux déjà ouverts, me regardant avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Il y avait là quelque chose qui n'était pas la froideur habituelle, quelque chose qui ressemblait dangereusement à du regret, mêlé à une colère intense qui semblait diriger davantage contre lui-même que contre moi. J'ai essayé de sourire. J'ai essayé de dire quelque chose qui briserait le silence pesant qui s'était installé entre nous, mais avant que je puisse ouvrir la bouche, il s'est brusquement éloigné. Gavin s'est levé du canapé avec des mouvements rapides et tendus, et j'ai immédiatement ressenti le froid de son absence à mes côtés.
Il a ramassé sa chemise sur le sol et l'a enfilée en me tournant le dos, et chacun de ses mouvements était chargé d'une urgence qui me nouait l'estomac d'anxiété. Je me suis assise, serrant la robe de chambre autour de moi, comme si elle pouvait me protéger de ce qui allait arriver. Et j'ai attendu qu'il dise quelque chose, n'importe quoi qui expliquerait la tension qui émanait de lui par vagues presque palpables. Gavin, ai-je commencé d'une voix encore endormie. À propos de la nuit dernière, je pense que nous... C'était une erreur, m'a-t-il interrompu d'une voix dure, froide, complètement dépourvue de la vulnérabilité que j'avais vue quelques heures auparavant. L'alcool, ma faiblesse, je n'aurais pas dû laisser cela arriver. Cela ne signifie rien. Oublie ça. Ces mots m'ont frappé comme des pierres glacées, et j'ai senti la chaleur qui persistait encore dans mon corps se transformer en glace pure. J'ai pris une inspiration contrôlée, et j'ai réessayé, car une partie de moi s'accrochait encore à ce petit espoir que la nuit précédente avait aussi compté pour lui. Mais nous avons connecté, ai-je insisté, et j'ai détesté le ton faible et vulnérable de ma voix. Gaga était réel. Je l'ai senti. Et toi aussi. Il s'est finalement tourné vers moi et ce que j'ai vu dans ses yeux m'a fait instinctivement reculer. Il n'y avait là que de la froideur calculée et une cruauté qui semblait s'être affinée pendant les heures où je dormais paisiblement dans ses bras. « Nous », a-t-il répété, et il y avait du mépris dans sa voix. « Il n'y a pas de nous, Cecilia. Il y a un contrat, il y a un papier. Tu n'es qu'un outil dans cet accord. Et la nuit dernière n'était qu'un moment de faiblesse de ma part. Un corps disponible alors que j'étais vulnérable. Rien de plus. Compris. Chaque mot était un coup de poignard précis, et je sentais les larmes me brûler les yeux, mais je refusais de les laisser couler devant lui. L'humiliation me brûlait plus que n'importe quelle douleur physique, et j'ai ravalé la boule dans ma gorge avant de répondre. Je comprends parfaitement, ai-je réussi à dire, et j'étais fier de la fermeté de ma voix malgré le chaos intérieur. Bien, a-t-il dit, marchant déjà vers la porte comme s'il ne pouvait pas sortir assez vite. Et Cecilia, cela ne se reproduira plus jamais. J'ai des principes, et hier soir était une erreur qui ne se reproduira pas. Maintenant, habille-toi et sors de mon bureau. La porte se referma derrière lui avec un bruit qui résonna dans la pièce vide, et ce n'est qu'à ce moment-là que je laissais les larmes couler. Je glissais du canapé sur le sol froid, serrant mes genoux contre ma poitrine, et je pleurais comme je n'avais pas pleuré depuis mon enfance, avec des sanglots qui me déchiraient la gorge et faisaient trembler tout mon corps. La nuit précédente avait été la première fois depuis des semaines que je m'étais senti moins seul, moins perdu, et il avait tout détruit en quelques phrases bien placées. Je suis resté là pendant des heures, jusqu'à ce qu'il ne me reste plus de larmes à verser. Puis j'ai traîné mon corps brisé jusqu'à la chambre et je me suis enfermé à l'intérieur. Si je pensais que Gavin avait été froid auparavant, les semaines qui ont suivi m'ont montré que je ne connaissais même pas la moitié de la cruauté dont il était capable. Il est devenu pire, tellement pire que parfois, je me surprenais à souhaiter revenir au premier jour de notre mariage, quand il se contentait de m'ignorer au lieu de me faire sentir que je ne valais rien. La froideur s'est transformée en quelque chose de plus aigu, de plus délibéré, et chaque interaction entre nous semblait calculée pour me rappeler ma place. Il m'évitait dans le manoir comme si j'étais une maladie contagieuse, changeait de direction lorsqu'il me voyait dans les couloirs, mangeait à des heures différentes pour ne pas avoir à partager la table avec moi, verrouillait la porte de son bureau chaque fois qu'il y était, comme s'il craignait que j'envahisse à nouveau son espace. En public, nous continuions à jouer la comédie, car les investisseurs devaient croire en la stabilité de notre mariage. Mais même dans ces moments-là, je sentais la différence. Ses gestes étaient plus rapides, plus impersonnels, comme si chaque seconde de contact physique était une torture qu'il pouvait à peine supporter. Un soir, j'ai essayé d'engager la conversation pendant un dîner particulièrement silencieux, désespéré de trouver un peu d'interaction humaine après des journées entières sans parler à personne. Gavin, je pensais que nous pourrions peut-être, ai-je commencé, mais il m'a interrompu sans même lever les yeux de son assiette. « Je ne suis pas intéressé par ce que tu penses », a-t-il dit d'une voix monotone et mécanique. « Mange en silence. Quand tu auras fini, retourne dans ta chambre. C'est là toute l'étendue de notre interaction nécessaire. » J'ai fermé la bouche et j'ai fini de manger dans un silence si pesant que je pouvais à peine avaler la nourriture. Et quand j'ai enfin réussi à m'échapper dans ma chambre, j'ai pleuré une fois de plus, car c'était la seule chose que je savais faire ces derniers temps. La confusion me consumait, car je ne comprenais pas pourquoi il avait tellement empiré après cette nuit-là. Une partie de moi se demandait s'il avait ressenti quelque chose de réel et si cela l'avait effrayé. Mais la partie la plus importante et partie la plus rationnelle
savait qu'il était probablement dégoûté de lui-même pour avoir cédé à un moment de faiblesse avec moi. 4 semaines après cette nuit au bureau, je me suis réveillé avec des nausées si intenses que je pouvais à peine sortir du lit. Je me suis donc précipité dans la salle de bain et j'ai vomi violemment. Et quand j'ai enfin réussi à me regarder dans le miroir, j'ai vu une femme pâle et épuisée qui me fixait. Au début, j'ai pensé que c'était juste le stress, car vivre dans cette maison avec Gavin était suffisamment stressant pour rendre n'importe qui malade. Mais lorsque les nausées ont persisté jour après jour, accompagnées d'une fatigue qui, malgré toutes mes heures de sommeil, ne disparaissait jamais, j'ai commencé à m'inquiéter. C'est Eisler qui a insisté pour que j'aille chez le médecin, car elle venait de rentrer d'un voyage et était rapidement devenue ma seule amie dans cette immense maison froide. « Tu as mauvaise mine, Cécile », m'a-t-elle dit avec sa franchise habituelle, en me traînant jusqu'à la voiture. « Et avant que tu ne dises que c'est juste de la fatigue, je t'ai déjà entendu vomir 3 matins de suite. On va chez le médecin maintenant. » Le rendez-vous a été rapide et direct, et lorsque le médecin est revenu avec les résultats des tests, le sourire sur son visage m'a tout dit avant même qu'elle n'ouvre la bouche. « Félicitations, Madame Hogan », m'a-t-elle dit avec un enthousiasme sincère. « Vous êtes enceinte. D'après mes calculs, vous en êtes à 4 semaines. Votre bébé est en parfaite santé. » Le monde s'est arrêté de tourner pendant un instant, et j'ai eu l'impression que tout l'air avait été aspiré de mes poumons. Enceinte. J'étais enceinte de Gavin Hogan, l'homme qui m'avait traité comme un moins que rien, qui m'avait utilisé cette nuit-là, puis rejeté comme si je ne valais absolument rien. Ma main se posa automatiquement sur mon ventre encore plat, et la réalité de la situation me frappa avec une force qui faillit me faire tomber de ma chaise. « Votre mari n'est pas au courant », demanda le médecin, et je secouai la tête, incapable de prononcer un mot. « Eh bien, je suis sûr qu'il sera ravi d'apprendre la nouvelle. Les bébés sont toujours une bénédiction. » Je fis un sourire forcé qui ressemblait probablement plus à une grimace et acceptai les vitamines prénatales qu'elle m'offrit. Et pendant tout le trajet du retour, je suis resté dans un silence absolu, essayant d'assimiler cette information qui changeait tout. Isa a essayé d'engager la conversation, mais elle a fini par abandonner lorsqu'elle a réalisé que j'étais complètement perdu dans mes pensées. Et lorsque nous sommes enfin arrivés au manoir, je suis monté directement dans ma chambre sans dire un mot. J'ai passé des heures assise sur mon lit, la main sur mon ventre, à essayer de décider quoi faire. Une partie de moi savait que je devais le dire immédiatement à Gavin, car quelle que soit la situation entre nous, il était le père et avait le droit de savoir. Mais l'autre partie, celle qui saignait encore des blessures qu'il avait ouvertes avec ses mots cruels, avait peur de sa réaction, peur d'être rejeté une fois de plus, et cette fois-ci avec des conséquences bien plus graves. Finalement, la partie rationnelle l'a emporté, et j'ai décidé de lui dire ce soir-là. Il méritait de savoir, et peut-être, juste peut-être, que la nouvelle d'un bébé changerait quelque chose entre nous. C'était un espoir fragile et probablement naïf, mais je m'y accrochais de toutes mes forces, car c'était tout ce qui me restait. Je suis descendu à son bureau vers 20 heures, le cœur battant si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. J'ai répété mentalement tout ce que j'allais dire pendant tout le trajet, cherchant les mots justes qui pourraient adoucir l'impact de la nouvelle. La porte était ouverte, ce qui était inhabituel car Gavin la gardait toujours fermée à clé. Et quand je me suis approché, j'ai entendu des voix à l'intérieur. J'ai reconnu la voix de Marcus, le frère de Gavin. J'étais sur le point de frapper quand j'ai entendu mon nom. Enceinte. La voix de Marcus résonna dans le bureau et je me figeais dans le couloir, la main suspendue en l'air, sur le point de frapper à la porte. « Ta femme est enceinte, Gavin. » Le rire qui suivit était si cruel, si dépourvu de tout humour réel, qu'il me glaça le sang. « Je ne serai jamais aussi stupide, » répondit Gavin, la voix pleine de mépris. « Avoir un enfant avec cette femme? Tu penses vraiment que je ferais une erreur aussi monumentale? J'aurais dû partir à ce moment-là. J'aurais dû m'éloigner de cette porte et m'épargner ce qui allait suivre. Mais mes pieds semblaient avoir pris racine dans le sol. Je suis resté là, paralysé, écoutant chaque mot comme s'il s'agissait de lame qui me coupait la peau. « Mais tu es marié, » insista Marcus, et je pouvais entendre la confusion dans sa voix. Cela pourrait finir par arriver. « Le papier », l'interrompit Gavin avec impatience. « Du théâtre pour des investisseurs idiots qui ont besoin de voir un couple heureux pour se sentir en sécurité dans leurs investissements. Rien de plus. » Il y a une pause, puis il continua, et chaque mot qui sortait de sa bouche était un coup de poignard dans mon cœur. « Écoute, j'ai couché avec elle une fois. C'était une erreur pathétique. J'étais ivre, vulnérable, faible. Elle était là. Un corps chaud.
C'était pratique, c'est tout. Les larmes ont commencé à couler silencieusement sur mon visage, et j'ai porté ma main à ma bouche pour étouffer les sanglots qui menaçaient de s'échapper. Mon autre main s'est instinctivement posée sur mon ventre, protégeant le bébé qui grandissait là de ces mots empoisonnés. Et depuis lors, a poursuivi Gavin, le dégoût dans sa voix était si intense que j'avais l'impression d'avoir été plongé dans de l'eau glacée. Dégoût. Dégoûté de moi-même pour l'avoir touchée. Cette femme que je n'avais même pas choisie, qui m'avait été imposée comme si j'étais du bétail vendu au marché. Elle est vide, superficielle, une poupée sans cervelle que papa a gâtée et qui doit maintenant, enfin, affronter le monde réel. Gavin, c'est très cruel. Marcus a essayé d'intervenir, mais Gavin ne voulait rien entendre. C'est la vérité, a-t-il pratiquement crié, et j'ai entendu le bruit de quelque chose qui frappait le bureau, probablement un verre ou un cendrier. Oh, et j'ai hâte que cette année se termine. J'ai hâte de me débarrasser d'elle, d'oublier que cette nuit a existé, d'oublier que j'ai dû faire semblant pendant 12 mois qu'elle comptait pour moi. L'idée d'avoir un enfant avec elle, c'est une condamnation à perpétuité. Jamais. Je préfère mourir. Je m'éloignais de la porte. Mes jambes tremblaient tellement que je pouvais à peine rester debout, et seule ma volonté m'empêcha de m'effondrer là, dans le couloir. Je posais ma main sur le mur pour me soutenir, essayant de respirer à travers les larmes qui ne cessaient de couler, et j'entendis Marcus poser une dernière question qui scella mon destin. « Et si cela arrivait ?» demanda Marcus à voix basse, accidentellement. « Que ferais-tu » La pause qui suivit fut si longue que j'ai cru que Gavin ne répondrait pas, mais il a alors prononcé les mots qui ont détruit le dernier espoir qui me restait. « Cela n'arrivera pas, car je ne toucherai plus jamais cette femme. Mais si cela arrivait, une autre pause, plus dévastatrice que la précédente, j'exigerais une solution. Un enfant complique le divorce, me lie à elle d'une manière qui va au-delà du contrat, et je veux me libérer d'elle, de cette farce, de tout cela. Donc, non, Marcus, ça n'arrivera pas. Ça ne peut pas arriver. » Je me suis enfui. Je me moquais qu'il puisse entendre mes pas précipités dans le couloir. Je ne me souciais de rien d'autre que de sortir de là avant qu'il ne sorte du bureau et me voie complètement brisé. J'ai monté les escaliers en trébuchant, les larmes brouillant ma vision, et j'ai verrouillé la porte de ma chambre derrière moi avant de m'effondrer finalement sur le sol. J'ai pleuré jusqu'à ne plus pouvoir respirer correctement, jusqu'à ce que ma gorge soit à vif et mes yeux si gonflés que je pouvais à peine les ouvrir. Finalement, quand je n'avais plus de larmes à verser, j'ai traîné mon corps jusqu'au lit et je me suis allongé sur le côté, ma main protectrice sur mon ventre encore plat. « Il ne le saura jamais », ai-je murmuré au bébé qui grandissait en moi, la voix brisée. « À ton sujet, je te protégerai de lui, de tout ce qu'il pourrait faire. Nous nous enfuirons quand le contrat prendra fin. Je te le promets. Tu auras une mère qui t'aimera plus que tout, et cela suffira. Il faudra que cela suffise. » Je suis resté éveillé toute la nuit à élaborer des plans dans ma tête, calculant chaque détail de la façon dont j'allais cacher ma grossesse pendant les mois à venir, jusqu'à la fin du contrat. Ce serait difficile, peut-être impossible, mais je ferais tout pour protéger mon bébé d'un père qui préférait la mort à sa naissance. Et tandis que je regardais le soleil se lever à travers la fenêtre, peignant le ciel de nuances roses et dorées, je fis une promesse silencieuse. Gavin Hogan ne saurait jamais qu'il avait un enfant. Pas avant que je sois suffisamment loin pour qu'il ne puisse plus nous faire de mal. Il est difficile de juger Cecilia après les horreurs que Gavin a dites à son sujet. Cette relation est-elle vraiment irrémédiablement compromise? Chapitre 4. Le secret est caché et les soupçons grandissent. Lorsque les soupçons se confirmeront, cela apportera-t-il la rédemption? Cacher ma grossesse à quelqu'un qui vivait dans la même maison que moi s'est avéré infiniment plus difficile que je ne l'imaginais. Les semaines suivantes ont été une succession de mensonges prudents, de vêtements stratégiquement amples et de performances dignes d'un Oscar chaque fois que les nausées menaçaient de me trahir. Je me réveillais en priant pour que les nausées matinales attendent le départ de Gavin, et j'ai appris à connaître toutes les salles de bain du manoir par le chemin le plus rapide. Les vêtements sont devenus ma première ligne de défense. Des robes amples, des chemisiers qui tombaient loin du corps, des manteaux même quand ce n'était pas nécessaire. La styliste m'a suggéré plusieurs fois des vêtements plus ajustés, mais j'ai insisté pour emporter des amples sous prétexte de confort, et elle a fini par abandonner. La nourriture est devenue un autre champ de mine, car les nausées me torturaient toute la journée. En public, je mangeais le minimum, poussant la nourriture dans mon assiette, ce qui a rapidement attiré l'attention de Gavin. Il a commencé à m'observer pendant les dîners avec une intensité qui me rendait nerveuse, ses yeux suivant chacun de mes mouvements.
La fatigue était implacable, me frappant par vagues qui me fermaient les yeux. Il y avait des après-midi où je m'assoupissais dans la bibliothèque et me réveillais quelques heures plus tard désorienté, inventant des excuses lorsque Gavin me trouvait. Il fronçait toujours les sourcils, mais ne faisait jamais de commentaires directs. Il me regardait simplement avec un mélange d'inquiétude et de suspicion. Le gala de charité a eu lieu alors que j'étais enceinte de 6 semaines. La robe bleue foncée était ample à la taille. Un maquillage épais dissimulait mon teint pâle. Je regardais mon reflet et m'efforçais d'esquisser un sourire. Je me répétais le mantra « Encore quelques mois, tu peux le faire ». L'événement était bondé de personnes importantes qui parlaient d'argent tout en buvant du champagne hors de prix. Gavin jouait le rôle du mari attentionné, la main sur ma taille, dans une démonstration publique d'affection qui me donnait envie de me reculer. Mais je me suis détendu contre lui et j'ai souri pour les caméras. Un investisseur animé nous a offert du champagne avec un sourire trop large, clairement déjà ivre. Je devais vous trouver pour fêter ça avec nous. La fusion est un succès absolu grâce à vous. Gavin a accepté son verre et a attendu que je fasse de même. Mais j'ai regardé le liquide doré et j'ai senti mon estomac se retourner violemment. L'alcool était hors de question. Non, merci, ai-je réussi à dire en souriant. J'ai l'estomac sensible aujourd'hui. Quelque chose que j'ai mangé ne m'a pas réussi. L'investisseur s'est éloigné en titubant, mais j'ai senti le regard de Gavin posé sur moi, lourd et analytique. J'ai fait semblant de ne pas le remarquer, mais pendant le reste de la soirée, j'ai senti son attention revenir vers moi à plusieurs reprises, comme s'il essayait de résoudre une énigme. Ce n'était pas la première fois que je refusais de l'alcool, et chaque refus semblait s'inscrire dans son esprit comme une preuve supplémentaire que quelque chose n'allait pas. La soirée touchait à sa fin lorsque la nausée que j'avais réussi à contrôler a finalement pris le dessus. Je sentais le mal-être monter trop vite et j'ai murmuré une excuse avant de courir aux toilettes. La main sur la bouche, j'ai réussi à fermer le magasin avant de vomir violemment et je suis resté agenouillé sur le sol froid, essayant de reprendre mon souffle. Quand je suis sorti après m'être lavé le visage et avoir refait mon maquillage, Gavin m'attendait dehors, appuyé contre le mur, les bras croisés. « Tu es malade », a-t-il dit. Et ce n'était pas une question. « C'est la 3e fois en 2 semaines que tu vomis ou que tu refuses un verre. Que se passe-t-il, Cecilia ?» J'ai forcé un sourire. « Juste un virus tenace. Rien de grave. Ça va déjà mieux. » Il n'avait pas l'air convaincu, mais il y avait des gens autour. « Rentrons à la maison. Tu as besoin de te reposer. » Le trajet du retour fut tendu, d'une manière différente de d'habitude, car pour la première fois, Gavin semblait sincèrement inquiet plutôt qu'irrité. Il n'a cessé de me regarder pendant tout le trajet, et j'ai fait semblant de regarder les lumières de la ville, tout en sentant le poids de son regard. « Tu dois consulter un médecin », a-t-il finalement déclaré. « Cela s'est produit trop souvent pour être un simple virus. Cela pourrait être quelque chose de grave. La panique m'a saisi. Je n'en ai pas besoin. Je vais bien. C'est juste le stress. » Il est resté silencieux pendant un long moment. « Tu as beaucoup changé, Cecilia. Ce n'est pas seulement physique. Tu es plus calme, plus observatrice, comme si tu gardais des secrets dont tu n'avais même pas conscience auparavant. » Son observation était dangereusement perspicace. Je me suis tourné vers lui pour le regarder droit dans les yeux. « Peut-être que vous ne m'avez jamais vraiment vu auparavant. Vous avez décidé dès le premier jour que j'étais une poupée vide, alors c'est ce que vous avez vu. Je n'oublierai jamais. Mais les gens changent lorsqu'ils sont contraints de survivre dans des situations impossibles. » Gavin, il semblait sincèrement surpris. Le silence s'est prolongé jusqu'à ce qu'il revienne au sujet précédent. Le stress ne te fait pas vomir 3 fois en 2 semaines. Il ne te fait pas refuser l'alcool alors que tu l'acceptais auparavant. Tu sais ce que j'ai remarqué? Je l'ai interrompu avant de me contrôler. Des semaines de frustration à chercher une échappatoire. Lors de l'événement d'aujourd'hui, tu négociais avec le groupe asiatique, n'est-ce pas? Les investisseurs de Singapour qui veulent étendre le partenariat. Gavin a froncé les sourcils, perplexe. C'était le cas. Comment l'avez-vous su? Vous avez accepté leurs conditions trop rapidement. J'ai continué en me tournant complètement sur mon siège. Je l'ai vu. Tout le monde vous a vu acquiescer positivement en affichant ce sourire que vous utilisez lorsque vous voulez que quelqu'un se sente en sécurité. Mais ce que personne d'autre ne sait, c'est que vous n'avez rien signé. Pas de papier, pas d'accord préliminaire, rien. La voiture a ralenti tandis que Gavin me regardait avec surprise et quelque chose qui pouvait être du respect. Continuez.
Tu utilises la même stratégie que mon père a utilisée il y a 3 ans avec des investisseurs européens, ai-je expliqué, éprouvant une étrange satisfaction à enfin démontrer que je n'étais pas un idiot. Tu leur fais croire qu'ils sont en train de gagner, que tu es facile à convaincre, que l'accord est pratiquement conclu. Ils prennent confiance, se détendent, commencent à parler plus librement, révélant des informations qu'ils ne divulgueraient pas s'ils savaient que vous êtes encore en train d'analyser. Et puis, lorsque vous disposez de toutes les données nécessaires, vous revenez avec une contre-offre qui les prend complètement au dépourvu. Gavin a cessé de faire semblant de regarder la route et s'est tourné vers moi. Il y avait maintenant une véritable admiration dans ses yeux. « Kay, comment savez-vous tout cela? » « Parce que j'ai été attentive, ai-je répondu, laissant transparaître ma douleur dans mes mots. Alors que tout le monde, y compris toi, pensait que je n'étais qu'une princesse gâtée, j'observais, j'apprenais. Mon père m'emmenait à des événements depuis l'âge de 15 ans et j'absorbais chaque conversation, chaque négociation, chaque stratégie. Il m'enseignait ensuite à la maison, m'expliquant les dynamiques de pouvoir, les jeux psychologiques, les méthodes de manipulation subtiles. Je n'avais simplement jamais eu la permission de le démontrer, car tout le monde avait déjà décidé quel était mon rôle. Le silence qui suivit était différent de tous les autres, chargé d'une réévaluation fondamentale. Gavin me regardait comme s'il me voyait pour la première fois. Toutes ses hypothèses à mon sujet étaient détruites et reconstruites. « Tu as raison, dit-il finalement. Il y avait de l'humilité dans cet aveu à propos de la stratégie, à propos de tout. C'est exactement ce que je faisais et je pensais que personne ne le remarquerait. Surtout pas cette poupée idiote. » Ai-je ajouté sans colère, juste avec lassitude. « Je sais ce que tu penses de moi, Gavin. Tu l'as clairement fait comprendre. » Il a ouvert la bouche comme pour argumenter, mais s'est contenté d'acquiescer. Le reste du voyage s'est déroulé dans un silence contemplatif, mais j'ai senti que quelque chose avait fondamentalement changé. 2 semaines plus tard, alors que j'étais enceinte de 8 semaines, mon corps s'est rebellé d'une manière qui ne pouvait plus être cachée. Nous étions à un événement encore plus important, rempli d'investisseurs internationaux et de caméras de presse. Je discutais avec un investisseur lorsque j'ai senti le monde tourner. J'ai essayé de me concentrer, de garder le sourire, mais ma vision s'est brouillée et j'ai senti mes jambes fléchir. « Gavin !» ai-je murmuré, puis tout est devenu noir. Je me suis réveillé sur le canapé de la pièce voisine. Gavin était agenouillé à côté de moi, me tenant la main avec une force douloureuse. Son visage était pâle, ses yeux écarquillés de peur. « Cecilia, Dieu merci, tu t'es évanouie. Tu m'as fait peur. » J'ai essayé de m'asseoir, mais il m'a maintenu allongé. « Tu vas à l'hôpital maintenant. Ce n'est pas négociable. » À l'hôpital, le même médecin qui avait confirmé ma grossesse m'a examiné, et lorsque nos regards se sont croisés, j'ai immédiatement vu qu'il m'avait reconnu. Il a vérifié ma tension et m'a posé des questions tandis que je le suppliais silencieusement de ne pas révéler le secret. « Elle est déshydratée », a annoncé le médecin à Gavin. « Elle est en état de stress sévère. Elle a besoin de repos, de moins d'activité, d'une meilleure alimentation et d'hydratation. »« C'est tout », a demandé Gavin d'un ton suspicieux. « Rien de plus grave. Parfois, le corps réagit de manière spectaculaire au stress. Madame Hogan doit ralentir le rythme. Si les symptômes persistent, elle devra revenir pour passer d'autres examens. » Gavin est apparu dans mon champ de vision. Son expression mêlait soulagement et frustration. « Rentrons à la maison. Tu vas te reposer. » À la maison, il m'a surprise en me portant dans ses bras jusqu'à l'étage, ignorant mes protestations. « Tais-toi, murmura-t-il en me déposant sur le lit, et il y avait quelque chose de presque doux dans son geste. « Fad, je vais faire préparer une soupe. » Quand il est revenu 20 minutes plus tard, portant lui-même le plateau, j'ai cru que j'hallucinais. « Le cuisinier est parti, m'a-t-il expliqué en rougissant légèrement. Je l'ai réchauffé au micro-ondes. C'était la première fois qu'il faisait quelque chose pour moi qui n'avait rien à voir avec les apparences. J'ai commencé à manger tandis qu'il s'asseyait et m'observait avec une intensité nerveuse. « À propos de ce que j'ai dit dans la voiture, » a-t-il commencé après un long silence, d'une voix plus douce. « À propos d'observer, d'apprendre, j'ai été idiot de penser que tu étais juste superficiel. J'ai avalé la soupe et je l'ai regardé droit dans les yeux. Tout le monde pense que la différence, c'est que maintenant tu as compris que tu avais tort. » Il est resté silencieux, puis s'est penché en avant, les coudes sur les genoux. « Je ne sais pas ce que je ressens pour toi, mais la haine n'est pas le mot juste, et je ne veux pas que tu souffres, que tu tombes malade ou que tu meurs. Je comprends. Pourquoi t'en soucies-tu maintenant ?» ai-je demandé, la confusion et la douleur transparaissant dans ma voix. « Parce que j'ai peut-être été injuste, a-t-il répondu, la vulnérabilité dans la voix.
Et peut-être que je commence à voir que la femme que j'ai épousée n'est pas celle que je pensais. Et cela change les choses d'une manière que je ne sais pas comment gérer. J'ai fini ma soupe en silence. Lorsqu'il s'est levé pour partir, il s'est arrêté à la porte. Repose-toi. Pas d'événement cette semaine. Peut-être la semaine prochaine aussi. Tu dois te remettre. La porte s'est fermée et je me suis retrouvé seul. Ma main s'est automatiquement posée sur mon ventre encore plat, essayant de comprendre tout cela. Gavin avait vu une partie de moi que je cachais, et cela avait changé quelque chose entre nous, d'une manière dont je ne savais pas si c'était bon ou dangereux. Que se passe-t-il? Ai-je murmuré à la pièce vide, sans réponse, juste de la confusion et un espoir dangereux que je devais écraser avant qu'il ne s'enracine. Chapitre 5. La vérité est révélée et une confrontation brutale. Salut Sammy. L'amour peut-il survivre après des mots destinés à détruire? La semaine qui a suivi mon évanouissement lors de l'événement a été étrangement calme, presque étrangement paisible, d'une manière qui m'a maintenu constamment en alerte, attendant que le coup près tombe. Gavin a tenu sa promesse d'annuler les événements. Et pour la première fois depuis notre mariage, j'ai passé des journées entières au manoir sans avoir à faire semblant d'être heureuse devant un public d'investisseurs avides de stabilité. Le silence entre nous est passé d'hostile à quelque chose de plus contemplatif, comme si nous étions tous deux en train d'assimiler la conversation dans la voiture et de réévaluer les hypothèses que nous avions construites l'un sur l'autre. J'ai profité de ce temps pour me reposer véritablement, suivant les conseils du médecin qui m'avait recommandé de m'hydrater et de manger correctement, en gardant toujours une main protectrice sur mon ventre qui commençait à montrer les premiers signes de changement. La grossesse avançait inexorablement, et je savais que bientôt, je ne pourrais plus la cacher, même si je portais des vêtements amples. Cette pensée me terrifiait, car cela signifiait que je devrais accélérer mes plans de fuite, commencer à économiser de l'argent et faire des préparatifs concrets pour le moment où le contrat prendrait fin. C'est pendant l'un de ces après-midi tranquilles, alors que je feuilletais un livre que je pouvais à peine comprendre dans la bibliothèque, que j'ai entendu le bruit d'une arrivée agitée en bas. Des voix animées résonnaient dans le couloir, et j'ai immédiatement reconnu la voix grave de Marcus mêlée à une autre voix féminine que je ne connaissais pas. Elle était vibrante et pleine d'énergie, ce qui semblait complètement déplacé dans l'atmosphère sombre du manoir. Ma curiosité était piquée, mais je suis resté où j'étais, sachant que je finirais par découvrir qui était arrivé. Cela n'a pas pris longtemps. Des pas rapides montèrent l'escalier, puis la porte de la bibliothèque s'ouvrit avec une telle force qu'elle heurta le mur, révélant une femme qui ne pouvait être que la sœur de Gavin. Elle était grande, avait des cheveux noirs coupés en dégradé moderne, des yeux qui brillaient d'une intelligence vive et un immense sourire qui illumina tout son visage lorsqu'elle me vit assise là. « Oh, vous devez être Cecilia !» s'écria-t-elle presque, traversant la pièce à grandes enjambées et me serrant dans ses bras avant que je n'aie le temps de réagir. « Enfin, je suis Heller, la sœur voyageuse et irresponsable que personne ne peut localiser plus de 2 semaines d'affilée. Désolé de ne pas être venu plus tôt. J'étais en Thaïlande sans réseau et je n'ai appris la nouvelle du mariage qu'à mon retour à la civilisation. J'étais complètement stupéfaite par l'énergie débordante d'Isa Hogan, si différente de son frère froid et contrôlé que j'avais du mal à croire qu'ils partageaient le même ADN. Elle me relâcha et me tint par les épaules, m'examinant de ses yeux perspicaces qui semblaient ne voir bien plus que je ne l'aurais souhaité. « Tu as mauvaise mine », a-t-elle déclaré, avec une franchise brutale qui semblait être un trait de famille. « Tu es pâle, trop maigre, tu as les yeux enfoncés. Qu'est-ce que mon idiot de frère te fait? Parce que je te jure que s'il se comporte comme le monstre que je sais qu'il peut être, je vais le frapper avec quelque chose de lourd. » Je ne pus m'empêcher de rire, car l'image de quelqu'un frappant Gavin Hogan avec quoi que ce soit était trop absurde. Non, parvins-je à dire, encore sous le choc du tourbillon qui avait envahi mon après-midi paisible. Salut, ce n'est pas le cas. Il est de moins horrible ces derniers temps. Issa fronça les sourcils, clairement insatisfaite de la réponse. Moins horrible n'est pas un compliment, chérie. C'est le niveau le plus bas qui existe. Elle s'assit à côté de moi sur le canapé, se tournant complètement vers moi. Raconte-moi tout. Je ne crois pas à l'histoire romantique que vendent les tabloïds, alors je veux la vérité. Que se passe-t-il vraiment ici? J'hésitais, car me confier à quelqu'un que je venais de rencontrer allait à l'encontre de tous les instincts de préservation que j'avais développés ces dernières semaines. Mais Eisler avait quelque chose, une honnêteté directe et une énergie chaleureuse qui me donnait envie de lui faire confiance comme je n'avais fait confiance à personne depuis la mort de mon père. C'est compliqué. J'ai commencé à choisir mes mots avec soin.
Le mariage a été arrangé pour sauver les entreprises après la mort de mon père. Ce n'était pas vraiment mon choix. Issa a écarquillé les yeux, puis elle a laissé échapper une série de jurons créatifs qui auraient fait rougir un marin. C'est idiot, a-t-elle murmuré, plus à elle-même qu'à moi. Et je parie que Marcus, c'était le grand amour. J'ai perdu 50 dollars à cause de l'incapacité émotionnelle de notre frère. Malgré tout, j'ai ri à nouveau, et cela m'a libéré d'une manière que je n'aurais pas imaginée. Nous avons continué à parler pendant des heures, et petit à petit, j'ai révélé plus de détails sur la situation, sur le contrat d'1 an, sur la dualité torturante entre faire semblant en public et être ignoré en privé. Isa a écouté tout cela avec une attention croissante, son expression passant de l'amusement à une inquiétude sincère. « Tu dois partir d'ici », a-t-elle finalement dit en me prenant la main. « Dès que le contrat prendra fin, tu devras partir et reconstruire ta vie loin de toute cette folie. » C'est à ce moment-là que j'ai senti la nausée familière monter, et avant de pouvoir me contrôler, j'ai porté ma main à ma bouche. Isa m'a regardé avec des yeux qui sont soudainement devenus très perspicaces, très analytiques, et j'ai vu le moment exact où elle a fait le lien entre tous les éléments que j'avais désespérément essayé de cacher. « L'attente », a-t-elle dit lentement, les yeux baissés vers mon ventre, puis revenant vers mon visage. « Tu es enceinte. » Ce n'était pas une question. C'était une affirmation empreinte d'une certitude absolue, et j'ai senti la panique m'envahir. J'ai essayé de nier, j'ai ouvert la bouche pour inventer un autre mensonge convaincant, mais les larmes ont coulé avant les mots, et je me suis retrouvé en pleurs dans les bras d'une femme que j'avais rencontrée moins de 2 heures auparavant. « Hé, hé !» a murmuré Isa en me serrant fort. « Tout va bien. Ton secret est bien gardé. Je te le promets. Je suis ton allié maintenant, pas la sienne. Mais tu dois tout me raconter, car cela change complètement la donne. » Et alors je lui ai tout raconté. Le mariage forcé, la froideur brutale de Gavin, cette nuit au bureau où les barrières étaient tombées, ses regrets cruels le lendemain matin, et enfin les mots dévastateurs que j'avais entendus à travers la porte alors que j'étais sur le point de révéler ma grossesse. Chaque mot sortait comme s'il était arraché de mon intérieur. Et quand j'ai eu fini, j'étais épuisée et tremblante. Isa est restée silencieuse pendant un long moment, assimilant tout ce que je lui avais révélé. Et quand elle a enfin parlé, il y avait dans sa voix une colère froide qui était terrifiante. « Cet idiot fini », a-t-elle dit en serrant les dents. « Je vais le tuer lentement de mes propres mains. »« Non », ai-je murmuré en essuyant mes larmes. « Je ne veux pas qu'il le sache. Je m'enfuirai à la fin du contrat, et il ne saura jamais qu'il a un enfant. » Isa m'a regardé avec une expression mêlée de compréhension et de tristesse. « Cecilia, je comprends pourquoi tu veux cela. Après ce que tu as entendu, c'est tout à fait logique. Mais je dois te dire certaines choses sur mon frère qui pourraient t'expliquer, non pas justifier, mais expliquer pourquoi il est comme il est. » Elle prit une profonde inspiration avant de continuer, et je vis la vieille douleur dans ses yeux. « Notre père est mort quand Gavin avait 10 ans. Une rupture d'anévrisme cérébral, sans aucun signe avant-coureur, il est tombé raide mort un jour. Notre mère n'a pas supporté la douleur et nous a abandonnés 6 mois plus tard. Elle est simplement partie. Elle a laissé un mot disant qu'elle ne pouvait plus nous regarder parce que nous lui rappelions trop son mari. J'ai senti mon cœur se serrer à cette révélation, imaginant un enfant de 10 ans confronté à des pertes aussi dévastatrices. Isa a continué, sa voix s'adoucissant. Gavin avait 15 ans lorsqu'il a pris l'entière responsabilité de nous élever. Marcus avait 13 ans. J'avais 8 ans. Il a travaillé, étudié, bâti un empire à partir de rien tout en nous élevant. Il ne s'est jamais plaint, n'a jamais montré de faiblesse, mais le prix à payer a été qu'il s'est complètement fermé émotionnellement. Il a peur, a-t-elle finalement dit en me regardant droit dans les yeux, peur de ressentir, de perdre, d'être à nouveau abandonné. Et ce qu'il a dit à ton sujet, ces mots horribles que tu as entendus, c'était une défense. Il a ressenti quelque chose de réel cette nuit-là avec toi, et cela l'a tellement terrifié qu'il t'a attaqué pour se protéger. C'est son schéma habituel. Ça a toujours été le cas. J'ai écouté tout cela en silence, assimilant ces informations qui jetaient un éclairage complètement différent sur l'homme que j'avais appris à détester. Cela ne justifiait pas sa cruauté, mais cela expliquait d'où elle venait. Et une partie de moi, que je ne voulais pas admettre, ressentait une pointe d'empathie pour le garçon abandonné qui avait grandi en érigeant des murs autour de son cœur. Malgré tout, dis-je d'une voix ferme, cela ne change rien au fait qu'il a dit qu'il préférait mourir plutôt que d'avoir un enfant avec moi. Je ne vais pas risquer que mon bébé soit rejeté par un père qui ne veut pas de lui. Isa acquiesça lentement,
comme si elle s'attendait exactement à cette réponse. D'accord, alors voici notre plan. Je reste ici avec toi en tant qu'ami et soutien. Je surveille Gavin, je vois s'il change vraiment, s'il montre des signes indiquant qu'il travaille sur ses propres barrières émotionnelles. S'il change véritablement et démontre qu'il peut être humain, nous lui disons. Sinon, dit-elle en me serrant de la main, je t'aiderai à t'enfuir. L'argent, les papiers, les billets, un endroit sûr où vivre, tout ce dont tu auras besoin. Le soulagement que je ressentis fut si intense qu'il faillit me faire tomber. Pour la première fois depuis que j'avais découvert ma grossesse, je n'étais plus complètement seul. J'avais une alliée, Tangakayanim, quelqu'un qui comprenait la complexité de la situation et qui était prête à m'aider quelle que soit l'issue. Merci, murmurai-je, mais ce mot semblait tout à fait insuffisant pour exprimer ma gratitude. De rien, répondit Isa avec un sourire à la fois féroce et protecteur. Maintenant, repose-toi, mange quelque chose et laisse-moi m'occuper de mon idiot de frère. Voir Isa s'éloigner dans le couloir en direction du bureau de Gavin était à la fois terrifiant et satisfaisant. Je restais caché en haut de l'escalier, ne voulant pas manquer l'explosion qui allait se produire, et je n'eus pas à attendre longtemps. La porte du bureau s'ouvrit avec un bruit qui résonna dans tout le manoir, et la voix d'Isa tonna avec une colère qui me fit même reculer. « Gavin Hogan, Aisler !» J'entendis la voix fatiguée de mon mari. « Qu'y a-t-il encore? Cecilia ?» a-t-elle pratiquement crié. « Tu la traites comme une moins que rien. Marcus m'a tout raconté sur ton comportement envers elle. Tu es froid, cruel, monstrueux. Quel genre d'homme épouse quelqu'un pour ensuite le traiter comme s'il ne valait rien? » Il y a eu un silence, puis Gavin a répondu d'une voix maîtrisée mais tendue. « C'est un accord commercial, Isa. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas une affaire. » Son interruption fut explosive. C'est une personne qui souffre clairement, qui s'est évanouie lors d'un événement public parce que tu lui causes tellement de stress que son corps est en train de lâcher et tu as l'audace d'appeler ça une affaire. J'entendis le bruit de quelque chose qui heurtait le bureau. Probablement Gavin qui perdait patience. Tu ne comprends pas la situation. Tu ne connais pas les détails. Alors ne vienne pas ici me juger sur des choses que tu ne comprends pas. Je te connais, rétorqua Isa, et sa voix devint plus douce mais non moins intense. Je te connais mieux que quiconque, Gavin. Je sais comment tu te renfermes quand tu ressens quelque chose de réel, comment tu attaques les gens pour les tenir à distance avant qu'ils ne puissent te faire du mal. Je t'ai vu faire ça toute ta vie. Le silence qui a suivi a été si long que j'ai cru que la conversation était terminée. Mais Gavin a pris la parole, et il y avait dans sa voix une vulnérabilité qu'il montrait rarement. Et si je ne sais pas comment être différent? Et si c'est tout ce dont je suis capable? Alors tu apprendras, répondit Isa avec fermeté. Tu combattras tes propres démons et tu apprendras. Parce que Gavin, j'ai vu comment tu la regardes quand tu penses que personne ne te voit. J'ai vu ton inquiétude quand elle s'est évanouie, la panique dans tes yeux. Tu ressens quelque chose pour elle. Tu as juste trop peur de l'admettre. J'entendis des pas dans le bureau, quelqu'un qui faisait les 100 pas. « Et si c'était trop tard? » demanda Gavin d'une voix si basse que je l'entendais à peine. « Et si je lui avais déjà fait trop de mal pour pouvoir réparer? La vie est trop courte pour la gaspiller dans la peur, Isa. » Et il y avait une tristesse dans sa voix qui me fit penser qu'elle se souvenait de la mère qui les avait abandonnés. Maman nous a appris cela quand elle est partie. Ne refaites pas la même erreur qu'elle en laissant la peur contrôler vos décisions. Ne gâchez pas une bonne personne à cause de votre propre peur d'être heureux. La porte s'ouvrit et se referma, puis Isa se retrouva à mes côtés, en haut de l'escalier, les yeux brillants de larmes contenues. « J'ai planté la graine, dit-elle doucement. Maintenant, voyons si elle va pousser et devenir quelque chose de réel, ou si elle va se flétrir et mourir comme tout ce qu'il touche quand il a peur. » Nous sommes retournés dans ma chambre en silence, et j'ai passé le reste de la nuit à me demander si Gavin était vraiment capable de changer, ou si le garçon abandonné qui avait construit des murs de glace autour de son cœur était désespérément perdu dans sa propre défense. Chapitre 6. Rédemption et amour véritable. L'amour vaut-il le risque, même après qu'il vous ait presque brisé? Les jours qui suivirent la conversation d'Isa avec Gavin apportèrent des changements subtils mais indéniables. Il commença à venir le matin avec du café, me demandant comment j'avais dormi d'une voix qui n'avait plus la froideur habituelle. Il souriait parfois, de petits sourires qui semblaient sincères plutôt que répétés pour les caméras. Je ne savais pas comment interpréter cette version de lui, alors je me contentais de l'observer avec prudence, protégeant mon cœur et mon secret avec la même férocité. Lorsque le rendez-vous de la 10e semaine de grossesse est arrivé, mon ventre était petit, mais visiblement arrondi si l'on y regardait de près.
J'ai choisi la robe la plus ample que j'avais. Mais pendant la soirée, j'ai senti monter les nausées familières. Je me suis précipité aux toilettes et j'étais en train de vomir quand j'ai entendu la porte s'ouvrir derrière moi. Cecilia. La voix de Gavin résonnait dans les toilettes vides. Ça suffit. La vérité. Qu'est-ce que tu caches? Je me suis essuyé la bouche avec des mains tremblantes, essayant de formuler un autre mensonge. Mais quand je me suis retourné, il me regardait d'une manière qui transperçait toutes mes défenses. Son regard s'est posé sur la courbe subtile de mon ventre, sous la robe, et j'ai vu le moment précis où il a fait le lien entre tous les indices qu'il avait ignorés. « Tu es enceinte », a-t-il dit, et ce n'était pas une question. C'était une constatation dévastatrice. Je me suis figé. Le secret que j'avais si soigneusement gardé était enfin dévoilé. Non, je ne mens pas. Sa voix était brisée, cracue, brisée, presque suppliante. « S'il te plaît, tue-les. » Depuis combien de temps? Les larmes ont coulé avant que je puisse les retenir. 10 semaines. Gavin s'est appuyé contre le mur comme si ses jambes avaient lâché, le visage complètement pâle. 10 semaines. Cette nuit-là, c'est à moi. Le silence était ma confirmation, et j'ai vu la douleur traverser son visage. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Des semaines, Cecilia. Tu le savais et tu me l'as caché. Quelque chose en moi s'est complètement brisé, et toute la colère et la douleur que j'avais refoulées ont explosé. Parce que je t'ai entendu avec Marcus. Je ne serais jamais assez stupide pour avoir un enfant avec moi. Que cette nuit-là était une erreur. Que je suis vide, superficiel, que tu es impatient de te débarrasser de moi. Les larmes coulaient maintenant librement, incontrôlables. Tu as dit que si je tombais enceinte, tu exigerais une solution. Alors oui, je l'ai caché pour protéger mon enfant de toi. La dévastation sur son visage était totale. Cecilia, je mentais. Je me mentais à moi-même. Il passa ses mains dans ses cheveux désespérés. Cette nuit avec toi a été la meilleure de ma vie. Et cela m'a terrifié parce que j'ai ressenti quelque chose de réel pour la première fois depuis des années. Depuis que ma mère nous a abandonnés, j'ai juré de ne plus jamais ressentir quoi que ce soit, parce que ressentir fait mal. Les gens partent, meurent, abandonnent. Alors je t'ai attaqué avec des mots cruels pour me protéger. Il a fait un pas vers moi, les yeux brillants de larmes que je ne lui avais jamais vus. Mais Cecilia, je t'aime. Je t'aime depuis des semaines et je ne savais pas comment réparer ce que j'avais brisé. Comment prouver que j'avais changé? Tu m'as détruit, ai-je murmuré. La douleur était si intense que je pouvais à peine respirer. À chaque mot, je ne sais pas si je peux pardonner. Gavin s'est agenouillé là, sur le sol de la salle de bain, et ce geste était si inattendu qu'il m'a fait étouffer un sanglot. Alors ne pardonne pas encore, mais laisse-moi essayer. Prouve que j'ai changé, que je t'aime, que j'aime notre enfant. S'il te plaît, je t'en supplie, donne-moi une chance d'être le vrai mari que tu mérites, le père dont notre bébé a besoin. Je l'ai regardé, vulnérable et brisé à mes pieds, et je n'ai pas vu le monstre froid qui m'avait fait du mal, mais l'homme effrayé qu'Isa m'avait décrit. Tu dois le prouver, ai-je finalement dit, la voix tremblante. Pas avec des mots, mais avec des actions, beaucoup de temps et d'efforts, je le ferai. Tout ce qu'il faudra, peu importe le temps que cela prendra, dit-il en embrassant ma main avec révérence. Et Cecilia, plus de faux semblants, en public ou en privé, seulement la réalité. Je t'aime devant tout le monde, toujours. Je te le promets. Les mois qui ont suivi ont été une transformation que je n'aurais jamais cru possible. Gavin a assisté à tous les rendez-vous médicaux, me tenant la main et pleurant lorsqu'il a vu le bébé pour la première fois à l'échographie. Nous avons décoré la chambre du bébé ensemble, et j'ai ri lorsqu'il a essayé d'assembler le berceau et a échoué lamentablement, maudissant les instructions en 3 langues différentes. En public, il a complètement cessé de faire semblant, m'embrassant avec une véritable passion et déclarant ouvertement « J'aime ma femme » aux investisseurs choqués qui ne l'avaient jamais vu montrer de véritables émotions. La nuit, il me serrait dans ses bras, parlait à mon ventre qui s'arrondissait et promettait à notre bébé d'être le père qu'il n'avait jamais eu. Isa observait tout cela avec une fierté évidente, me chuchotant qu'elle n'avait jamais vu son frère aussi humain, aussi vivant. L'accouchement a eu lieu après 14 heures de travail brutal, Gavin me tenant de la main à chaque contraction, absorbant chaque mot cruel que je criais tout en lui jurant un amour éternel. Lorsque le médecin a finalement annoncé « C'est une fille » et a placé le bébé qui pleurait dans mes bras, j'ai vu Gavin pleurer ouvertement pour la première fois. « Elle est parfaite », a-t-il murmuré d'une voix brisée en touchant doucement la petite joue de notre fille. « Léla », ai-je dit en le regardant comme ta mère pour me rappeler que l'amour vaut la peine de prendre des risques. Ses larmes coulaient plus vite. « Tu t'es souvenu de ce que je t'ai dit à son sujet. »
Je me souviens de tout ce que tu me confies. J'ai pris son visage entre mes mains. Et Gavin, je t'aime aussi. Enfin, pour de vrai, il m'a embrassé profondément, avec précaution, conscient de la présence du bébé entre nous. Je t'aime tellement. Toi, Leila, notre famille, la meilleure chose qui me soit arrivée, même si ça a mal commencé. C'est justement pour ça, sourit Gavin à travers ses larmes. Ça m'a poussé à me battre, à changer, à devenir meilleur pour toi. Je regardais notre fille qui dormait paisiblement. Puis l'homme qui m'avait détruite, puis reconstruite en quelqu'un de meilleur. Et je compris enfin que parfois, les meilleures histoires commencent dans le chaos. Réflexion finale. Écrire le scénario de cette vidéo a été un voyage émotionnel intense. Je voulais explorer quelque chose qui allait au-delà de la romance traditionnelle, plonger dans les couches plus sombres de la peur et de l'instinct de survie. Cecilia et Gavin sont nés d'une question simple. Et si les personnes qui ont le plus besoin d'amour étaient précisément celles qui le repoussent le plus? Le processus créatif m'a conduit dans des endroits inconfortables. Gavin n'est ni un méchant ni un héros. Il est trop humain, brisé par des abandons qui ont façonné chaque défense cruelle. Cecilia n'est pas une victime passive. C'est une survivante intelligente qui protège ce qu'elle aime. La grossesse cachée est devenue la métaphore parfaite des secrets que nous gardons lorsque la confiance a été détruite. La leçon centrale concerne le choix. Le traumatisme ne justifie pas la cruauté, mais il l'explique. Et chaque jour, nous faisons des choix. Nous construisons des murs ou des ponts, nous protégeons nos blessures ou nous prenons le risque de guérir. Le véritable amour n'est pas magique. C'est le travail conscient de deux personnes qui décident sans cesse de s'améliorer. Parfois, les plus belles histoires commencent dans les endroits les plus brisés, car c'est là que nous apprenons vraiment ce que signifie reconstruire. Et si vous voulez voir d'autres histoires vraiment profondes, cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran.